10 ans. 10 ans que Louis de Funès était au sommet du box-office français. Et alors qu'il était parti pour y rester 10 années de plus, notamment via un contrat d'exclusivité signé avec Gérard Houry, Louis de Funès va vivre un coup d'arrêt brutal dans sa carrière. Nous venons de l'apprendre, Louis de Funès a été victime aujourd'hui d'une légère crise cardiaque, mais on indique dans les milieux proches de l'acteur que son état est sans aucune gravité. Un coup d'arrêt qui aurait pu lui être fatal. Mis à l'écart de son métier par la profession et par le corps médical à cause d'une santé précaire, alors qu'il sortait d'un succès phénoménal autant critique que public, avec Rabbi Jacob, et que son prochain projet était forcément attendu, Louis de Funès va passer de star incontestée du box-office français à un acteur mis en retraite forcée dans son château près de Nantes. C'est ça, on laisse le vieux dehors, hein. Il est plus bon à rien, terminé, fini. Les médecins lui disent faut arrêter votre métier, maintenant c'est repos, c'est le calme, on vous prend en charge et puis vous allez vous reposer maintenant. C'était ça ou la mort. Fallait se soigner. Et alors qu'on le pensait fini, et alors qu'une nouvelle génération de comiques poussait à la porte, prêt à prendre sa place, de Pierre Richard au Splendide par exemple, pour ne citer que, avec cette nouvelle génération café-théâtre, Louis de Funès va pourtant, contre toute attente, alors que les assureurs ne le suivaient plus, alors que les producteurs ne s'y risqueraient plus, sauf un, on en parlera, Louis de Funès va s'offrir un nouveau sommet au box-office, avec 6 millions de spectateurs. 6 millions de spectateurs, certes, mais que ce fut un pari risqué. Retour dans le détail sur cette résurrection, tel un phénix qui renaît de ses cendres, d'un Louis de Funès qui va lancer avec brio sa dernière partie de carrière. « 1970. Après 2 années d'essai, où, à l'exception de 2 épisodes des Gendarmes, son assurance vie pour compenser ses prises de risques, Louis de Funès avait souhaité tourner avec des réalisateurs de la nouvelle vague, soi-disant de Édouard Molinaro à Serge Corbert, pour des résultats plutôt contrastés. Mais Louis de Funès entame cette nouvelle décennie en mettant fin à cette brève parenthèse, en revenant à des choses sérieuses. Et surtout à des valeurs sûres. Malgré la disparition de Bourvil, qui le prive de son meilleur partenaire à l'écran, le comique préféré des Français souhaite tourner moins, mais dans des films de qualité. Et pour cela, il s'en remet à Gérard Houry, avec qui il n'avait pas travaillé depuis 5 ans. 5 années où Gérard Houry avait continué à s'exprimer de son côté, avec Le Cerveau, reporté à cause des événements de mai 68, avec un Bourvil déjà malade, bien qu'il l'ignorait encore, qui composait un duo solide aux côtés de Jean-Paul Belmondo. Mais écrire un film pour Gérard Houry et sa fille Danielle Thompson, c'est un travail de longue haleine. Cela peut prendre 1 année entière, parfois plus, d'autant plus que La Folie des Grandeurs, leur premier projet qui devait inaugurer leur contrat d'exclusivité sur 3 films, a dû être réécrit pour s'adapter au jeu d'Yves Montand, qui avait pris malheureusement la place de Bourvil dans le rôle de Blaze. Et comme De Funès ne souhaite plus tourner avec qui que ce soit d'autre, même pas Jean Giraud, le réalisateur des Gendarmes, en tout cas pour l'instant, Louis de Funès ayant décidé que Le Gendarme en balade serait son dernier. Et Joe, sa dernière collaboration avec le duo Jean Giraud-Jacques Wilfried. Mais Louis de Funès va devoir s'occuper autrement durant les phases d'écriture, à savoir entre 71 et 73, le délai nécessaire pour l'écriture du scénario de Rabbi Jacob, et de 73 à 75 pour permettre l'écriture du Crocodile. Ces 4 années donc seront consacrées au théâtre, la partie de son métier que Louis de Funès préférait, bien qu'il ait laissé de côté un moment, car il avait un contact direct avec le public qui lui permettait de mesurer instantanément l'efficacité de son jeu, ou non. J'aurais voulu parler à monsieur. Pourquoi 10 ans après, reprendre une Parce que je n'ai pas expérience trouvé d'autre pièce. J'ai follement envie de faire du théâtre si c'était nécessaire pour moi. Parce qu'au cinéma, on se sclérose au cinéma. Quand même, un acteur n'apprend pas grand-chose. On exploite un acteur, on exploite tout ce qu'il a appris au théâtre, ce qu'il a appris dans la vie. Et on lui fait rendre tout ça comme un jus de citron. Puis après, quand vous n'avez plus de jus dedans, et c'est ici qu'on reprend de la force et de la foi.
Les établissements Barnier font ressortir pour le dernier exercice un bénéfice officiel de 72 millions et des poussières. Vous savez comme moi que j'ai réussi à dissimuler des poussières, plus 18 millions, dont le fisc n'a jamais entendu parler. Et pour commencer, quoi de mieux qu'Oscar de Claude Magnier, que Louis de Funès avait joué en 59 et au début des années 60, une formidable opportunité pour lui à l'époque qui laissait présager de la décennie suivante. Mais cette fois-ci, Louis de Funès a 57 ans lors de la reprise d'Oscar en 71. Et il y laisse énormément d'énergie. Aïe, pas si fort, je vous dis! Mais alors là, je n'ai rien dit, monsieur Barnier, je n'ai rien dit. Écoutez, ne parlez pas si fort, ne massez pas si fort non plus. Là! Cela se voit d'ailleurs dans Rabbi Jacob, où Louis de Funès paraît déjà assez amaigri, assez fatigué, bien qu'à ce stade-là, sa santé lui permettait encore d'envoyer autant que d'habitude. Mais si vous regardez bien, quelque chose avait déjà changé. Mais après le succès de Rabbi Jacob, un film qui lui est 100% destiné étant donné qu'il est le seul personnage principal, bien que formidablement secondé par Claude Giraud ou encore Henri Guibet, Louis de Funès jouera dans la foulée et c'est une erreur, alors que Rabbi Jacob n'est même pas encore sorti, dans La Valse des Toréadors de Jean Anouilh, pièce écrite au début des années 50 et qui n'avait pas été jouée depuis 1956. Cela faisait plusieurs années que l'auteur cherchait à écrire une pièce pour Louis de Funès dont il apprécie beaucoup le jeu. Et finalement, faute d'en écrire une, il lui proposera de reprendre cette pièce-là, qui avait été malmenée par la critique à l'époque, en pensant que Louis de Funès, lui, avait les épaules pour la mettre suffisamment bien en valeur. Une expérience compliquée pour Louis de Funès sur le plan personnel, car il était peu habitué à prendre des textes aussi longs, ce qu'il devra refaire aussi dans l'Avare plus tard. Car il devait jouer à lui seul, et apprendre par cœur du coup, la moitié du texte de la pièce. La moitié, rien que pour lui, et la moitié pour tous les autres. Alors que sur Oscar, par exemple, son texte, il l'avait appris malgré lui en répétant les scènes une par une, dans l'ordre de la pièce, avec son metteur en scène, de façon acharnée, alors que Jean Anouilh dirige très peu et de très loin. Et il ne donne que très peu d'indications, voire pas du tout. Ce qui décontenance de Funès, et cette présence trop discrète paralyse l'acteur, car il ne sait pas si ce qu'il fait est bien ou pas, et l'acteur va congédier son propre metteur en scène à la première de la pièce, afin qu'il ne le voit pas jouer. Et cela le libère complètement, car il va se permettre enfin d'improviser, quitte à faire durer la pièce jusqu'à 23h30 ce soir-là, soit une demi-heure de plus que prévu. Et c'était qu'une première. Et la critique est cette fois-ci élogieuse, et la pièce va se jouer au minimum 200 fois. En tout cas, c'était décidé par contrat, et celui-ci était prolongeable, en cas de succès, et surtout si le succès durait. Mais encore une fois, ce rôle est extrêmement physique, et Louis de Funès a cette fois-ci 59 ans. À 59 ans, il est difficile de prendre à bout de bras sa partenaire soir après soir sur scène, à tel point que le comédien n'arrivait plus à reprendre son souffle, et que chaque scène où il était assis ou allongé était pour lui l'occasion rêvée de se reposer devant le public sans qu'il ne le voie, car il n'en pouvait plus. Et Louis de Funès n'ira pas au bout des 200 représentations prévues. Ressentant des douleurs dans l'épaule gauche, il se voit contraint de mettre en pause La Valse des Toréadors à la 198e représentation. Une simple pause, le temps que l'acteur reprenne des forces, dans son appartement parisien, aux côtés de sa femme, sachant que le tournage du Crocodile s'approche au printemps 75, et que Louis de Funès avait reçu un projet pour 76, merci patron, un projet encore flou. Cette approche était celle d'un jeune producteur, Christian Fechner, le producteur attitré des Charlots. Le film devait au passage les réunir à l'écran, les Charlots devant séquestrer leur propre patron, Louis de Funès, mais je pense que vous avez tous compris, voire vous le savez déjà, mais ces dernières années étaient une folie pour un acteur de cet âge. Cela n'empêche pas en janvier 75 de signer le contrat avec Fechner pour s'engager sur un film l'année suivante, film qui n'est pas encore écrit. Mais en cet hiver 75, l'état de santé général de Louis de Funès s'inquiète beaucoup. Il consulte alors un cardiologue, et ce dernier, après examen, lui assurera qu'il avait le cœur d'un jeune homme, et qu'il ne s'agissait que d'aérophagie due au stress. Et cependant, le 21 mars, Louis de Funès fait un malaise cardiaque à son domicile. Le premier. Sa femme s'empresse d'appeler le dit cardiologue au téléphone, qui lui assure au bout du fil qu'il ne s'agit encore une fois que d'aérophagie, qui ne peut pas s'agir d'un malaise cardiaque. Le raccrochant au nez, elle emmène son mari aux urgences à l'hôpital Necker de Paris. L'infarctus semble léger. Tout va plutôt bien. Louis de Funès est alité, certes, mais il se sent mieux. En tout cas, durant les 8 jours suivants. Cependant, Jeanne de Funès croise un médecin dans un couloir, lui demandant la suite des événements. Il lui assurera que malheureusement, même si cela ne se voyait pas encore, qu'il était en train de mourir et qu'il était condamné.
Un soir, alors qu'il est en pleine conversation avec sa femme, à qui il avait demandé de rester plus tard, tant il ne se sentait pas bien ce soir-là, Louis de Funès refait un infarctus bien plus sévère que le premier. Et de Funès lui dit « Ah, j'aimerais bien que tu restes, je me sens pas bien. » Quelques minutes plus tard, Louis de Funès subit une nouvelle crise cardiaque. Il y avait des douleurs très fortes. Il n'y avait personne quand il a fait le second infarctus. Tout le monde était en week-end et il y avait un interne qui a perdu complètement le contrôle. Jeanne de Funès prend alors les choses en main et réussit à faire venir le cardiologue. À partir de là, il restera plusieurs mois en convalescence et à sa sortie, il devra suivre un régime strict jusqu'à la fin de ses jours. Plus d'alcool, plus de plats gras, plus de vin, plus de viande en sauce. Et c'est très amaigri, le visage émacié qu'il sortira de l'hôpital. Après 2 mois et demi d'hospitalisation. Et bien que le crocodile ait été reporté en attendant d'en savoir plus, il devra y renoncer définitivement avec Gérard Houry, car le film était bien trop exigeant sur le plan physique, ce qui le mettait évidemment hors jeu. Il doit également renoncer à reprendre le théâtre, et donc mettre sa carrière en suspens. Nous sommes début 76 et pour la première fois depuis 6 ans, Claude Zidi, un réalisateur qui a le vent en poupe grâce au Charlot, est libre. Il n'a aucun projet en cours, mis à part ce vague projet qui devait associer Louis de Funès et les Charlots, qui avait été mis en suspens en attendant de savoir plus. Mais le producteur a le cœur ailleurs. Il vient de perdre son père, et en plus, il doit absorber le cuisant échec de Calmos de Bertrand Blier. Et pour enfoncer le clou, il n'apprécie pas non plus que les Charlots fassent une approche directe à Bertrand Blier pour tourner ensemble dans leur prochain film, alors que Christian Fechner avait l'exclusivité et que c'était eux qui soi-disant les avaient faits. Il bazarde alors les Charlots qui devront se séparer de Jean-Guy Fechner, et qui continueront tout seuls de leur côté, et Fechner se concentre sur Louis de Funès, qui souhaite associer cette fois-ci à Pierre Richard au détriment des Charlots. Mais ça, c'est seulement si Louis de Funès était déclaré apte. Sachant que Pierre Richard est partant, il rêve de tourner avec lui. Tout dépend le scénario. Et justement, Louis de Funès se sent mieux maintenant. Beaucoup mieux. Et comme le contrat a été signé 1 an avant, Louis de Funès a le droit légalement de faire valoir ce contrat, à une seule condition, d'être validé par un médecin, afin de rassurer les assureurs. Une grosse étape à passer. Et le médecin est là, c'est catégorique. Alors que Louis de Funès s'y rendait avec son producteur. Le jardinage, oui. Mais être acteur, plus jamais. 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 Non, voilà. Louis de Funès sort de cet entretien étourdi. C'était fini. Louis de Funès ironise en disant à Fechner que si jamais il avait un second rôle de grand-mère sur un fauteuil qui était occupé à coudre, il serait peut-être apte, et encore ses limites, à pouvoir jouer ça. Mais Christian Fechner fait jouer ses relations et obtient un accord. Louis de Funès ne pourra que tourner un certain nombre de jours par semaine, avec 3 heures de tournage maximum par jour. 3 heures, ce n'est pas beaucoup, mais cela se contourne, car le contrat n'incluait pas, ou ne précisait pas suffisamment, que les répétitions ou les attentes sur le plateau en attendant les changements d'éclairage ou de plateau soient inclus dans ces 3 heures. Les 3 heures seraient consacrées aux véritables prises de vue avec l'acteur, ce qui laisse des possibilités finalement. La couverture du contrat prévoyait une validité sur 3 semaines, avec 3 semaines supplémentaires, renouvelables une fois seulement, en fonction des résultats d'un nouvel examen médical de l'acteur, ce qui implique que le film devrait être tourné en 6 semaines maximum, afin que Louis de Funès soit assuré de bout en bout. Une contrainte énorme qu'il faudra assumer. Impossible, monsieur, absolument impossible. De plus, Claude Zidi ne sera payé que si le tournage va à son terme. Ce qui n'était pas le cas des équipes techniques, qui acceptent, elles, d'être payées à la semaine. Reconductible, bien évidemment. Une sorte de petit CDD qui se renouvelait tous les lundis. Reconductible, bien évidemment. De son côté, Claude Zidi se prépare et cherche de l'inspiration pour son scénario, qui pour l'instant est une page vierge. Jusqu'à trouver par hasard le titre du film en lui-même, au hasard, alors qu'il dînait au Petit Colombier, un restaurant de la rue des Acacias dans le 17e arrondissement de Paris. Un restaurant qu'il connaît bien, puisqu'il connaît le propriétaire des lieux. Et un maître d'hôtel demande alors à Claude Zidi s'il voulait l'aile ou la cuisse. Ça a été un déclic, et il appelle le soir même Christian Fechner pour lui dire qu'il avait déjà trouvé le titre, mais également le cadre, la restauration. Christian Fechner lui dit alors qu'en ayant Louis de Funès, un sujet, un titre, une assurance, qu'on avait tout ce qu'il fallait, et que le film devait sortir en décembre de l'année en cours, afin de respecter le contrat, soit dans moins d'1 an pour la sortie. Alors que quelque part, rien n'est prêt. Aucun studio n'avait été réservé. Et surtout, il faut écrire le scénario. Ce que Claude Zidi fera en duo avec son compère habituel, Michel Fabre. Et il se sert alors de Pierre Richard et son écartage avec Louis de Funès pour imaginer un duo plutôt père-fils. Dont le père, Louis de Funès, serait directeur d'un guide gastronomique réputé, le Guide du Chemin,
référence au guide Michelin bien évidemment, qui lutterait contre la malbouffe, une thématique très en avance sur son temps qui commençait à émerger à l'époque, avec les nourritures toutes faites. Son adversaire, un certain Tricatel, fusion de deux magnats des loisirs, Trigano, promoteur du Club Med, et Jacques Borel, qui avait le monopole des restaurants d'autoroute, Trigano, Borel, Tricatel. Le scénario a été écrit en quelques semaines seulement, et est livré en mars 76, soit un an après l'infarctus de De Funès, aux deux acteurs principaux pour un tournage prévu le 24 mai. Sauf que, petit problème, aucun studio n'était disponible. Mais le contexte de la production est tellement chaotique qu'il était difficile de s'organiser autrement. Faute de studio, l'équipe est obligée de se rabattre sur des entrepôts d'une zone industrielle à Trappes, dans les Yvelines. Ça reste en région parisienne, ça reste proche des hôpitaux, ce qui était obligatoire pour Louis de Funès. Mais, coup de massue pour la production, Pierre Richard abandonne le projet durant la construction des décors, quelques semaines avant le début du tournage. Appréciant le scénario, il n'appréciait pas, cependant, le rôle de Gérard Duchemin. En particulier, la partie du scénario où son personnage tournait mal, ce qui est absent de la version définitive au passage, version où il s'enrichissait au profit de son père qui lui s'appauvrissait lorsqu'il accepte sa succession, en devenant le directeur du guide. Une partie du scénario qui sera d'ailleurs réécrite pour coller avec le caractère de Coluche. Parce que j'aimais pas le rôle. Vous n'aimez pas le rôle. Oui. Parce que j'avais fait 2 films avec Zidi, j'aimais bien Claude. Et puis De Funès, quand même, c'était pas n'importe qui. Au contraire. Mais j'aimais pas le rôle, et si j'aime pas le rôle, je me dis tous les matins, oh là 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 là, faut que je joue ça. Et donc, bien qu'il ait envie de tourner avec Louis de Funès, et qu'il estime que ça pourra peut-être se faire plus tard, et bien que le travail soit très bien payé, il privilégiera plutôt le projet de jouer dans Le Jouet de Francis Weber. On en a parlé sur la chaîne pour ceux qui voudraient voir. Mais faute d'acteurs, une réunion de crise a donc lieu dans les bureaux de la production entre les distributeurs et les producteurs. Et c'est alors que le nom de Coluche est évoqué. Ce dernier s'était illustré dans un petit rôle avec les Charlots dans Le Grand Bazar. Ah bah non, au contraire, le parking et les voitures bougent pas, c'est mieux. Oui, c'est logique. Que nous avons également évoqué sur la chaîne, et Coluche commençait à être connu, depuis qu'il était passé à la télé en 74, lors d'une campagne présidentielle. Sans compter qu'il avait tenu l'affiche 2 mois à l'Olympia, avec son one-man show, où il avait inventé son personnage de bouffon en salopette à rayures, avec son nez rouge, un véritable personnage qui était né. Il faut d'ailleurs savoir que Coluche avait volontairement sacrifié sa silhouette, car il était pas si rond, pour prendre du poids, estimant que le comique était plus facile à faire passer quand on est rond. Mais il y a urgence. Ils font un oui de sa part et tout de suite. Et Coluche est contacté immédiatement par téléphone à son domicile, mais il n'y est pas présent ce jour-là. C'est sa femme qui décroche, et ce dernier était au cinéma, ce qu'elle dira au producteur, Coluche étant parti voir THX de George Lucas, pas encore connu à l'époque, Star Wars arrivant l'année suivante. Alors que Coluche était seul dans la salle, la séance est interrompue afin qu'il puisse s'entretenir d'urgence avec Pierre Runstein, le producteur. Coluche écoute, accepte de boire un café, mais il reste sceptique sur le fait que le rôle ait été écrit au préalable pour Pierre Richard et non pour lui. Mais en mettant dans la balance Claude Zidi, Louis de Funès et premier rôle pour lui, Coluche se dit, partant bien évidemment, c'était une formidable opportunité pour lui. Mais il fallait maintenant avoir l'accord de Louis de Funès, ce qui n'était pas gagné non plus. Claude Zidi se rend alors en urgence avec Christian Fechner et Pierre Grunstein au château de Clermont, chez Louis de Funès, pour lui exposer le lieu de tournage, les conditions particulières pour les assurances, pour le ménager, toutes les parties qui avaient été réglées, et comme ça, furtivement, le nom de Coluche pour être son partenaire. Et à ce moment-là, De Funès ne dit rien. Ni oui, ni non, ni zut. Et eux, Fechner, le producteur, et Zidi, le réalisateur, ils sont là sans rien savoir. Mais Louis de Funès est sceptique. Il le connaît peu, et pour ce qu'il en connaît ne l'apprécie pas, estimant même selon ses dire que c'était un petit con, et comme souvent il consulte sa femme, qui était naturellement présente, et cette dernière est contre également, trouvant Coluche vulgaire, tout comme Claude Jansac d'ailleurs au passage, qui lui le confiera plus tard, et qui était aussi sceptique sur le fait de voir son Louis associé à un acteur qui a une telle image. Mais lorsqu'Olivier de Funès arrive à son tour, il valide complètement, trouvant même que Coluche était plus drôle que son propre père. C'est donc grâce à l'avis de son fils cadet que Louis de Funès validera. Mais il demandera en contrepartie à s'entourer de personnes qu'il connaissait comme il fait habituellement. Car après tout, on ne change pas une équipe qui gagne. À commencer par l'équipe technique, les chefs opérateurs Claude Renoir et Vladimir Ivanov, par exemple, qui avaient travaillé sur La Grande Vadrouille, sera choisi. Du côté des comédiens, Max Montavon sera aussi imposé par Louis de Funès dans un petit rôle, comme très souvent, tout comme Marcel Dalliot dans le rôle du tailleur, de Dominique Davray dans le rôle d'une infirmière, et enfin bien sûr de Claude Jansac dans le rôle de la secrétaire. Ce que Claude Zidi accepte, ce que Christian Fechner accepte un petit peu moins. Car Claude Jansac est associé à la femme de Louis de Funès. Et il sera décidé que cette fois-ci elle sera méconnaissable, notamment en portant une perruque. Et des lunettes, ce qui réglera le problème.
Coluche fait également engager ses amis dans les petits rôles. Gérard Lanvin, que l'on aperçoit à peine, qui n'est même pas crédité au générique, Martin Lamotte, ou encore Marianne Chazelle, que l'on aperçoit sur une poignée de plans seulement et qui pareil ne sera pas crédité, qui feront néanmoins partie de la troupe du cirque itinérant. Coluche fera également engager son ami Alain Chevestrier, dit Bouboule, qui jouera un de ses partenaires sur la scène du cirque, au détriment de Georges Belair qui avait été prévu au départ. Bouboule étant un ami d'enfance de Coluche, pour qui il travaille en tant que cuisinier et secrétaire ou même garde du corps, et qui tentera une carrière de comédien dans les années 70. Chacun a donc sa petite équipe, reste plus qu'à faire rencontrer les deux acteurs. Et cela se passe également très bien. Une rencontre qui va rassurer Louis de Funès, se rendant compte du potentiel de son partenaire, une rencontre dans un bureau, où Coluche, timidement s'avance de son pas balourd que l'on connaît bien, serre la main de Louis de Funès, et détend alors d'un rire nerveux l'ambiance, en lâchant un « Bon bah, ça c'est fait, avec un rire nerveux bien évidemment ». Vous avez été pianiste de bar? De bar, oui. De bar. Le restaurant, c'est bien fait de bar. Oui, celui qui est dans le fond et qui joue toute la nuit. Oui, mais j'en jouais, mon dernier exploit, c'était un bar qui était rue... bon, je ne sais pas, parce que j'ai un certain âge. Oui, c'est vrai. Mais je vous assure, ça descendait. C'est pas grave. On était en sous-sol. Et rue Jean Goujon. Je crois que voilà. que ce soit autre chose. Ça, c'est un cycliste. Je crois que Jean Goujon, vous trompez, c'est un cycliste. Oui. Ou alors, je sais pas. Vous pouvez bien me tromper pas, parce que moi, vous savez. Voilà. Bon, alors... Il m'avait dit, écoutez, vous commencerez à... Ça vous plaît, vous commencerez à 5h30 le soir. Et jusqu'à 5h30 du matin. Alors. Ah oui, c'est ça, quand même. Et puis, vous êtes nourri. Voilà. Alors vous mangez ici dans la salle. C'est une salle très luxueuse. Oui. Très luxueuse. Mangez là, regardez là, on vous servira. Les maîtres d'hôtel vous serviront. Oui. Ou à 5h30 le soir. Ou à 5h30 du matin. Alors ça fait qu'à 5h30, moi j'avais pas faim encore. Oui. Et à 5h30 du matin, oui. Là je ne pouvais même plus. C'était Eric von Stroheim dans La Grande Illusion. Je ne pouvais plus parler tellement j'étais fatigué. 12 heures de commode. Ah oui, oui. Vous faisiez les 3-8, mais tout seul. Tout seul. Il faisait les 3-8, il se relayait. Il faisait un petit peu de main gauche, et puis allez, après ça, 2 heures de main droite. Et puis alors, des fois, je m'arrêtais une seconde de job, c'est énorme, un petit peu quand même, oui, une petite seconde. Et j'avais tout de suite. Je voyais apparaître le patron, il me faisait un regard comme ça, ça repartait, c'était peut-être terrible. Et je m'attendais des fois que sa tête apparaisse d'une soupière. Si je regardais une soupière, il va sortir de la soupière. À chaque coup que je m'arrêtais, c'était la seule façon de le faire apparaître. Ah oui, il était là tout de suite. Moi, j'ai fait des petits boulots aussi, comme ça, dans les bistrots. J'ai fait chanteur. Moi, j'ai fait chanteur de 9h du soir à 5h du matin, avec une guitare. C'était très gai, mais c'était moins long. Et puis, oui. Je faisais la quête, alors bon, il y avait quand même du temps de libre. Il y en avait qui donnaient, oui. Il y en avait qui donnaient, oui. Il y avait un type, une fois, il m'a dit, combien vous gagnez à peu près dans la soirée? Alors j'ai dit, je gagne à peu près 30 francs dans ce restaurant-là. Il m'a dit, si je vous les donne, vous partez? J'ai dit oui. Je les ai pris, je suis parti, moi. Je vais pas me mettre à m'engueuler avec des gens sous prétexte qu'ils aiment la musique. Hein, parce que moi, je sais ce que c'est la musique, je voyais bien que j'en faisais pas. La première scène qu'ils tourneront ensemble d'ailleurs sur le plateau sera le théâtre d'un jaugeage entre Louis de Funès et Coluche. Ou plutôt c'est Louis de Funès qui va jauger son partenaire, et sa faculté à pouvoir tenir l'affiche avec lui. C'est la scène où Coluche s'entraîne à jongler avec des œufs, qu'il doit cacher précipitamment en attendant son père arriver pour lui cacher son secret. Gérard, tu es là? Une scène qui se jouera majoritairement en chant contre chant, dont le premier plan est cadré sur Louis de Funès, qui se passe plutôt bien, où Coluche répond face caméra, je fais une enquête sur les œufs. Je fais une enquête sur les œufs. Oh, mais tu travailles trop. Ce à quoi Louis de Funès rigole, hors champ, ce qui casse la prise. C'est une habitude qu'il avait lorsqu'il estimait que sa prestation n'était pas bonne. Louis de Funès faisait en sorte de rendre la prise inutilisable pour pas qu'elle se retrouve au montage final malgré lui. Mais dans ce cas précis, c'était réellement pour tester son partenaire. Comment? Je dis, vous avez beaucoup de mémoire. Oui, je m'en vais ce soir. Oh merde. Attends. Un jeune partenaire qui, techniquement, pourrait facilement se laisser bouffer, mais ce qui n'était pas le cas. Car Coluche va être très clair. Voici l'échange entre les deux. Pourquoi avez-vous ri, Louis? Mais parce que vous êtes drôle. Oui, d'accord, mais quand la caméra était sur vous, vous étiez très drôle, et pourtant je n'ai pas ri. Si on commence à rire à chaque fois que l'autre est drôle, on n'a pas fini le film. Alors plus jamais, s'il vous plaît. À partir de là, Louis de Funès avait eu ce qu'il voulait. Il a acquiescé, et tout se passera à merveille entre les deux, y compris entre les prises sur le plateau, où les deux acteurs se font régulièrement des blagues. Louis de Funès sur la silhouette de son partenaire, qu'il voit voler des plats sur le plateau et manger en cachette derrière les décors, et Coluche sur les sièges de son partenaire et sur l'ambulance présente en permanence sur le tournage, allant jusqu'à le réveiller discrètement durant sa sieste, déguisé en ange, annonçant à Louis de Funès qu'il était mort et qu'il était venu pour l'emporter. Un humour sans filtre qui passait très bien dont Louis de Funès avait bien besoin.
Afin de limiter le nombre de prises possibles, Louis de Funès ne pouvant pas enchaîner 30 à 40 prises comme il pouvait le faire avant pour trouver le truc, Louis de Funès va tout de même improviser au fur et à mesure, mais ses partenaires, eux, ont la consigne de répéter leur ligne à l'identique, afin que Louis de Funès n'ait pas à suivre ses partenaires et n'ait pas à s'adapter à eux cette fois-ci. TF1 20h avec Patrice Duhamel. Conseil de guerre à Matignon pour lutter contre la sécheresse, Jacques Chirac fait le bilan. Mais le tournage n'est pas si simple, car en été 76 se présente une canicule comme jamais il y en avait eu. Et la chaleur s'est particulièrement contre-indiquée pour les cardiaques, comme si le sort s'acharnait sur le film. Pourtant, en ne tournant pas l'après-midi, en faisant des siestes, en mangeant léger, en faisant son régime, en ne prenant pas d'alcool, en prenant pas de café, contrairement au reste de l'équipe qui se baffrait et buvait à la cantine tous les midis, Louis de Funès, sur le retour du plateau vers 15h, était celui qui était le moins impacté par la chaleur, c'est même celui qui avait le plus d'énergie. J'avais envie de rire. Vous surprend souvent à rire pendant le tournage. Ah oui, oui, j'ai beaucoup ri. J'ai été très détendu, parce que c'est un film qu'ils ont fait, justement, comme j'avais été mal fichu. Il a écrit le film pour moi. Enfin, non, je crois, oui, il l'a écrit pour moi en pensant à moi, mais il se trouve que j'ai pas eu de course à pied, de hurlements, j'ai pas eu à descendre en parachute, ni à monter en rien, j'ai rien eu à faire, ni à me jeter dans le vide. Ça, vous voyez, je demande la carte, il me balance à travers le machin, la carte, paf, elle. I have the menu. Thank you. J'écoute. Plus Jules Zidi, qui lui-même était fatigué par son tournage. Car il faut dire, il avait la pression de ne pas être payé à la fin. Et chaque journée enregistrée était une victoire pour lui. Et il peut souffler car le tournage se passe bien. Au début, bien sûr, De Funès commence à jouer presque timidement parce qu'il a peur de son cœur. En fait, le réalisateur a façonné le scénario de L'aile ou la cuisse en pensant à Louis de Funès. Pas de scène de colère ni de cascade. Très vite, l'acteur se sent de plus en plus à l'aise. Au bout de quelques jours, on a oublié cette maladie. On a vu le De Funès qu'on avait aimé dans les films d'Oury, etc. On a complètement oublié. Mais il va dépasser, bien entendu, c'était prévisible, les 6 semaines prévues au départ. Pour finalement être tourné en 12 semaines, ce qui laisse 6 semaines où Louis de Funès n'était plus du tout assuré. Un stress permanent, mais Louis de Funès assure, et il va très bien. Il est rassuré, il est bien, il est entouré, et il a de bonnes relations avec son cardiologue qui lui fait un check-up tous les jours. Et petit à petit, De Funès reprend vie, je vais dire, et redevient le De Funès qu'on connaît. Il y avait une ambiance, c'était pas une ambiance de mort, non, pas du tout. Très bien à tel point que pour l'une des scènes les plus compliquées à tourner, celle dans le cirque avec la révélation, Louis de Funès a encaissé plus de 20 seaux d'eau lancés dans sa figure, afin d'avoir le plan parfait, mais ça s'est très bien passé. Tout comme le tournage à l'hôpital, qui rappelle des souvenirs à Louis de Funès puisqu'il en vient, qui a également été très spécial, car la nourriture que fait semblant de goûter Louis de Funès, pour vérifier s'il a vraiment perdu le goût ou pas, était de la vraie nourriture, mais cette nourriture disparaissait, détournée en fait par les internes et les infirmières de l'hôpital, qui laissaient des cartes fantomas dans des assiettes vides. Un bel hommage encore une fois à Louis de Funès et sa carrière, et qui montre que le tournage était bon enfant. Mais lorsque le tournage arrive à son terme, Christian Fechner fait savoir à toute la profession, dans un hebdomadaire sur le cinéma, que Louis de Funès se porte à merveille, qu'il a réussi à tourner toutes ses scènes durant 12 semaines, et qu'il n'y a aucun problème pour tourner avec lui. Une sorte de pied de nez à tous ceux qui le croyaient condamné trop tôt. Néanmoins, comme à son habitude, Louis de Funès est anxieux quant à la suite de sa carrière, et sur le succès du film, bien que Christian Fechner lui ait proposé de signer déjà, sans même que les Requis ne soient sortis, de signer pour 3 films supplémentaires, qui, ils ne le savent pas encore, seront La Zizanie, L'Avare et La Soupe aux choux. Mais Louis de Funès préfère attendre que le film soit sorti et de voir le nombre d'entrées avant de s'engager. Pas respect pour Christian Fechner, mais fort de ses quasiment 6 millions d'entrées, avec toutes ces personnes qui étaient curieuses de voir le retour de Louis de Funès au cinéma, après 3 ans d'absence tout de même, il n'y avait plus de doute possible, c'était reparti. Et Louis de Funès signera son engagement de continuer uniquement avec Christian Fechner en producteur, à l'exception des 2 derniers gendarmes, dont nous avons parlé également. Mais le public est un peu perdu face à ce nouveau Louis de Funès qu'ils ont découvert, un Louis de Funès affaibli, moins nerveux, moins gesticulant, plus tendre aussi, on va en parler. Mais avec le recul, c'est l'un des nombreux éléments qui font que le film vieillit bien. Mais sur le moment, le public avait été déçu. Ça n'était plus le Louis de Funès qu'ils avaient connu. C'était une autre époque, et cela n'était plus possible. Et tous ne l'avaient pas encore réalisé jusqu'à le voir dans les premiers plans du film, car cela se voit que ce n'est plus le même.
Incontestablement, un de Funès avant les infarctus et un de Funès après. Le jeu était toujours bien, pareil, mais il avait plus d'explosion. Hein. Je voyais plus qu'un homme qui était en bout de carrière et qui continuait à faire ce métier qui est très dur d'acteur de comédie, sans en avoir ni le tonus, ni le physique. C'était une pile électrique et là, la pile était déchargée. Après ça, alors, c'était bien, mais c'était plus ça. Ses joues sont creuses, son visage n'est plus aussi expressif. Même sa voix avait changé, elle paraît plus faible, presque malade. D'ailleurs, j'ai ma petite théorie sur le sujet. Et d'ailleurs, le public ne s'y trompera pas et va la confirmer, car le public reviendra bien moins nombreux pour les 3 films suivants, à commencer par La Zizanie, décevant, tant un duo Louis de Funès Annie Girardot aurait dû faire des étincelles et ramener beaucoup plus de monde, mais face à la relève du Splendide ou de Pierre Richard, ce Louis de Funès amaigri ne faisait plus le poids. Au sens propre et au sens figuré d'ailleurs. Vous me direz, il y a l'exception qui confirme la règle avec le gendarme et les extraterrestres. Et ses 6 millions de spectateurs. Mais c'est comme pour l'aile de la cuisse, qui était le retour de Louis de Funès après 3 ans d'absence, là où le gendarme et les extraterrestres étaient le retour du gendarme après 8 ans d'absence, le retour de Cruchot, un rôle qu'on pouvait s'attendre à retrouver identique à celui du gendarme en balade. Ce qui n'était plus le cas, car on a ici le même Louis de Funès, toujours aussi amaigri, toujours aussi fatigué. Mais une fois qu'il a son képi quelque part, on peut se dire que non. Donc l'effet de curiosité était le même pour l'aile de la cuisse que pour le gendarme et les extraterrestres. Mais pareil, la déception sera aussi grande dans l'un et dans l'autre. Cependant, aujourd'hui, après des décennies, même si ce film n'est pas à voir comme un vrai de Funès classique, c'est-à-dire où les 3/4 de l'intérêt reposaient entièrement sur ses épaules, sur son explosivité, son énergie, ses expressions, ses trouvailles de gag ou ses colères, on en a parlé sur la vidéo sur Louis de Funès, le génie du mime, que vous trouverez ici, si vous ne l'aviez pas vu, on a Louis de Funès, acteur d'un film complet, où il n'est pas le seul à avoir de la répartie, et où il n'est pas le seul à avoir un rôle intéressant. C'est presque un film normal, dans lequel Louis de Funès va jouer, mais pas un film construit forcément autour de lui. C'est l'une des nombreuses composantes qui font la qualité de ce film. Pour une fois, Louis de Funès a un partenaire plus jeune, qui joue son fils à l'écran, ce qui est rare, sauf quand c'est Olivier de Funès qui le faisait, mais désolé, ça n'était pas du tout pareil. Ici, son fils ne veut pas suivre la voie tracée par son père et veut même prendre un chemin inverse. Ce qui implique que Coluche ait son arc narratif propre, sa propre fin, sa propre destinée. Et l'influence du personnage de Louis de Funès n'y changera rien. Et ce n'est pas souvent le cas. Pour ne pas dire jamais. Et Charles Duchemin, son personnage, a un adversaire de taille aussi. En la personne de Tricatel, quasiment un assassin, joué par un Julien Guillaumard impeccable, en pleine forme, bien que se remettant lui aussi d'un infarctus, un infarctus beaucoup plus léger. Mais Tricatel est un personnage hyper fort. Il se livre quasiment à un duel à mort. Allez trouver des opposants de Louis de Funès qui étaient aussi forts. Il est rare que l'on ait des scènes qui ne concernent qu'un opposant à Louis de Funès, mis à part Fantomas, c'est à peu près tout ce que j'ai en équivalent, mais des scènes où on voit Tricatel et dans laquelle Louis de Funès est absent. Idem pour Coluche, quand il voit ses potes, ou quand il voit Marguerite, où Louis de Funès n'est pas là. Et pour une fois, le rythme ne faiblit pas pour autant. Louis de Funès, par souci de santé sans doute, n'est pas présent sur l'intégralité du film, qui se trouve donc moins centré sur lui, et ça n'est pas plus mal pour une fois, même s'il est évident que sa méforme laisse plus de place aux autres pour s'exprimer, et que c'est un petit peu par défaut. Mais pour le coup, c'est ce qui fait que le film est plus équilibré et vieillit bien. Le deuxième point qui fait que l'aile ou la cuisse peut être considéré qualitativement aussi bon que ces films tournés avant son infarctus, si on met de côté Sur un arbre perché ou autre hors orchestre, c'est que le duo fonctionne très bien. Après Bourvil, c'est le duo que je préfère. Je suis là, moi. Marguerite, refermez ça tout de suite. Et sur le papier, c'était pas gagné, car nous avions affaire à un conservateur pur, Louis de Funès, donc de droite, face à un anticonformiste plutôt de gauche, même si Coluche avait compris très tôt, déjà, que la gauche était tout aussi pourrie que la droite. Mais par exemple, entre Louis de Funès et Yves Montand, l'ambiance n'était pas aussi décontractée et chaleureuse à cause de leur divergence d'opinion politique. Ici, on avait avant tout un Coluche qui avait soif d'apprendre, sans se laisser marcher sur les pieds, et un Louis de Funès presque papa sur le plateau, et il aime ça, lui apprenant les trucs à faire ou à ne pas faire, et qui quelque part lui amenait la jeunesse qu'il avait peut-être cherchée à la fin de la décennie précédente, qu'il n'avait pas trouvée. Et bien qu'ils n'avaient pas les mêmes visions politiques, Coluche était très respectueux de leurs différences, respectant avant tout Louis de Funès comme étant un homme très vieille France, et très respectable. Même s'ils ne vivaient pas dans le même monde, ça n'empêchait pas, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et le temps passant, et l'héritage de Coluche étant toujours là, voir Coluche dans les pas de Louis de Funès a quelque chose d'assez classe, d'assez intemporel, qui donne à Louis de Funès une image moderne, dans un film plus moderne lui aussi, qui plus est avec la thématique de la malbouffe et de la grande distribution, qui nous parle plus que jamais de nos jours. On peut aussi parler de La Patte de Claude Zidi,
avec sa réalisation peut-être un petit peu plus neutre, mais moins marquée et donc moins vieillissante qu'une réalisation signée Uri ou Jean Giraud par exemple. Une réalisation moins marquée, donc moins référencée à une époque, moins ancrée sur une époque, donc le film vieillit plutôt bien, y compris pour les jeunes, et même dans son humour. Prenez la scène des valises par exemple, elle fonctionne très très bien, mais pour une fois, elle fonctionne indépendamment de De Funès. Il y prend part, certes, mais c'était l'image du film. Il y prend part, mais ça ne tourne pas qu'autour de lui, car la scène est sympa avant tout dans son concept. Et j'ose même dire que sans Louis de Funès, ou même sans Coluche, avec d'autres acteurs, la scène fonctionnerait également. Comme la scène de la jambe cassée de Claude Jansac, ou Coluche qui éclate son miroir en paniquant, ou encore la scène au téléphone avec Dubreuil et son plombier. Mais je ne comprends pas, monsieur le directeur. Mais qu'est-ce que je viens de vous dire? Vous voulez être viré? Mais... oui, monsieur le directeur. Vous avez compris, bon. Elles sont toutes excellentes. Ou encore la scène de poursuite en voiture avec le chauffeur, très efficace, joué par Raymond Bussière. Ou Marguerite qui est baladée dans la voiture sur les genoux de Louis de Funès. C'est rare d'ailleurs une telle proximité physique avec l'acteur qui semble vraiment avoir mal pour le coup. Mais toutes ces scènes fonctionneraient indépendamment de Louis de Funès. Elles sont juste percutantes, efficaces, dynamiques, universelles. La jambe cassée qu'on redresse, ramener une échelle, pas d'échelle, tout le monde aurait pu le faire, même si Louis de Funès le fait très bien. Vite, une échelle! Tenez bon, Marguerite, on arrive! Pas d'échelle! Je pourrais aussi parler de la scène de l'hôpital avec la poursuite des brancards qui fonctionne car Coluche trimballant son père dans les marches. C'est un pur gag à la Zidi. Pas un gag à la De Funès. Mais ça se passe bien quand même. Mais où est-il, hein? Bon, allez, hop. En somme, c'est comme voir Louis de Funès rejoindre un autre registre, qui n'est pas le sien, ou qui est moins le sien, qui est plus celui de nos jours, et cela fonctionne très bien. C'est presque un anachronisme de voir Louis de Funès dans ce film-là, quelque part. Car voir Martin Lamotte, par exemple, assister à l'échange entre son ami et son père dans la fameuse scène du cirque, ça a quelque chose de touchant de les voir sur le même plan. Même s'ils auraient dû jouer ensemble dans Papy fait de la Résistance, mais ça ne s'est pas fait. Du coup, Là où la cuisse, c'est le seul film où quelque part on a une mini passation de relais entre Louis de Funès et le Splendide, qu'il touche du bout des doigts. C'est le Splendide qui regarde Louis de Funès jouer devant eux, 2 ans avant le premier volet des Bronzés. D'ailleurs, plus globalement, ce film est merveilleux pour ça, pour cette passation de témoins. Car mis à part la soupe aux choux dont la symbolique de le revoir est tout aussi forte, c'est dans L'aile ou la cuisse que Louis de Funès donne les clés à Coluche, et il lui dit quasiment « Vas-y jeune, c'est ton tour !» Et cela se fait dans une telle politesse, un tel respect réciproque, un tel respect du jeune qui respecte son aîné, d'autant plus que ce dernier décidera de mettre le nom de son partenaire en haut de l'affiche à ses côtés, à côté du sien. Rien ne l'y obligeait. Et Coluche lui en sera reconnaissant à vie, bien que sa vie soit courte malheureusement, hélas. Plus courte que ce que tout le monde pouvait imaginer, à peine 10 ans. Au final, et c'est glauque, seulement 3 ans et demi séparent leurs décès respectifs. Et Louis de Funès ne devait pas s'attendre au paradis à retrouver son jeune partenaire prometteur aussi tôt. Il a peut-être même engueulé. Mais L'aile ou la cuisse, bien que je ne le considère pas comme un bon de Funès, pas comme un Fantomas, pas comme un Uri, pas comme un Joe, pas comme un Oscar, pas comme un Hibernatus, où la longévité de ses films tient en grande partie grâce à lui, L'aile ou la cuisse reste un bon film, mais, et j'insiste là-dessus, dans lequel Louis de Funès vient jouer, comme un acteur, pas comme une superstar, au service d'un film qui n'est pas écrit que pour lui. Et c'est ça qui en fait une expérience particulière, je trouve. C'est une incursion dans un humour qui commençait à grandir en parallèle, là où la zizanie, par exemple, reprendra des vieilles ficelles du patron tyrannique avec ses employés, un scénario 100% pour jus de Funès, ce qui en 78 était passé de date, surtout avec la méforme de l'acteur que vous connaissez. Alors que L'aile ou la cuisse avait l'intelligence de tracer un parallèle entre la santé fragile de Louis de Funès et la santé fragile de Duchemin. Je peux même plus me mettre en colère. Ah, tu peux plus te mettre en colère. Eh ben moi je peux me mettre en colère. Empoisonné dans la deuxième partie du film, et contraint à un régime tout aussi strict, surtout quand on le voit dans un hôpital, c'est saisissant de voir le parallèle entre les deux, ce qui va lui imposer de passer la main à son fils, et donc, par la même occasion, à passer la main à Coluche. Ça dépasse les limites de l'écran. Et quand on connaît le contexte du tournage, le parcours des 2 acteurs, l'un entamant la pente descendante et l'autre ayant besoin d'un tremplin qu'il trouvera, cela dépasse le cadre même d'un simple film, c'est le reflet de leur carrière, et quelle carrière, dans les 2 cas. C'est pour toutes ces raisons que j'ai inclus L'aile ou la cuisse dans la bonne période de Funès, en dépit du fait que j'ai plus tendance à dire que Rabbi Jacob était son dernier grand film, car celui-là est différent. L'aile ou la cuisse défile vite, bien qu'il dure 1h45, qui est assez long pour un de Funès, au-dessus de la moyenne, mais même quand Louis de Funès n'est pas présent à l'écran, le film passe vite aussi. Le film est émouvant, ce qui est rare, encore une fois, dans ce genre de film, sauf dans certaines séquences de Rabbi Jacob ou de La Grande Vadrouille, où Louis de Funès avait, par fraction de seconde, joué la corde sensible, et pour toutes ces raisons, il ne faut pas négliger L'aile ou la cuisse. Un film aux thématiques de notre temps, avec 2 personnages toujours présents dans nos cœurs, Louis de Funès et Coluche.
Les deux qui me manquent le plus, ce qui n'est malheureusement pas le cas de tous nos chers comédiens disparus, de Fernandel Labourville, bien plus oublié par le grand public aujourd'hui. C'est un film, La Loue la Cuisse, qui n'a pas vieilli. Car même si j'aime les Fantomas, ils ont vieilli. La Loue la Cuisse, non. Il n'aurait absolument pas besoin d'un remake d'ailleurs, car il n'y a rien à dire de plus sur le sujet que ce que le film avait raconté à l'époque, et ça n'est pas donné à tout le monde. Et cette conclusion marque la fin de cette vidéo, mais juste avant de se quitter, je vais vous révéler comme ça, c'est improvisé, un faux raccord que j'ai repéré en travaillant sur le film. Lors de la scène de poursuite en brancard dans l'hôpital, lorsque Coluche se trompe et emmène une autre personne sans le savoir, et qu'il est poursuivi par les journalistes, remarquez bien la porte au fond. Une porte simple, marron, qui sur le plan d'après, se transforme en une double porte, qui plus est, blanche. Rien de bien méchant néanmoins. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura diverti. Et si c'est le cas, et afin de soutenir ce travail, car c'est un travail, un pouce levé aide beaucoup à ce que la vidéo se développe, tout comme un petit commentaire que vous pourriez laisser, même infime. Et si vous n'avez pas d'inspiration pour écrire quoi que ce soit, voici de quoi vous inspirer. Le canard aux 5 parfums, c'est bourré. Le canard aux 6 parfums, c'est bourré. Et ça ira très bien. On se retrouve dans quelques jours pour une autre vidéo. D'ici là, comme je le dis à chaque fois, prenez soin de vous. Ciao.